Les têtes de Sion, nouvelle émission, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission des Têtes de Sion avec aujourd'hui encore des nouvelles têtes dans le panel. Ça n'arrête pas, nous avons des dizaines d'appels, nous devons refuser des gens pour venir dans ce panel. Et donc aujourd'hui, vraiment, on a des nouvelles têtes et on est très content de les recevoir. Et donc on va tout de suite les présenter avec d'abord à tout honneur, tout seigneur, à ma droite. C'est la première fois qu'il vient sur ce plateau. Il va vous parler de Beth Frankfurter. On l'a connu président du Bnei Brit, on l'a connu, il a été candidat à des élections aussi, si je ne m'abuse, dans le francophone. Monsieur Claude Frankfurter est avec nous. Suppléant, exactement. Donc Claude Frankfurter est avec nous. Salut Claude. Eh ben, salut cher Michael et voilà. Salut chers amis. Parle bien dans le micro. Je pense qu'on m'entend dans le micro. Voilà. Ouais. Très bien. Donc je suis là, c'est effectivement la première fois et j'espère que ce sera suivi de pas mal. Exactement, bah tu viens et tu reviens avec des copains quand tu veux. Absolument. Ok, c'est parfait. Et ben donc à sa gauche et à ma droite, il revient en deuxième semaine puisqu'il a été très bon la dernière fois. Nous l'avons resélectionné. Voilà, même excellent. Nous l'avons resélectionné, vous l'avez reconnu. Avishai Rebibo est avec nous. Salut Avishai. Salut, ça va Kiki. Voilà. Et à ma gauche, alors, je sais pas si vous le connaissez, mais moi je le connais en tous les cas depuis pas très longtemps, puisque pour moi en tout cas, c'est un footballeur de haut niveau. Et il fait partie des créateurs, on va dire, du Lions Club de football à Jérusalem. Hein, on peut dire ça comme ça ? Ouais, c'est très bien. Ouais, et je peux vous assurer qu'il a une frappe du droit pas plus mauvaise que celle de Benjamin Pavard en tous les cas, à mon goût. Il frappe du gauche, Pavard. C'est un gauche. Non, sur son but, c'était du droit. C'était du droit. Ouais, c'était du droit. En tout cas, vous l'avez peut-être reconnu. Aaron Gottfarstein est avec nous. Salut Aaron. Ça va Kiki. Voilà, super. Et à sa gauche, alors il revient. Alors c'est vraiment un bonheur de voir ce sourire et ce crâne qui brille revenir dans cette émission, c'est magnifique. Vous l'avez reconnu puisque vous l'avez déjà vu. Le yogiste est là. Alain Jasner est avec nous. Salut Alain. Namasté Kiki. Eh ben voilà, il n'y a pas de problème. C'était un grand plaisir que tu reviennes dans cette émission. Eh ben donc je rappelle, puisque tout le monde est présenté, on va y aller. Donc je rappelle le principe de l'émission. Je vais vous poser des questions. Vous connaissez toutes les réponses. Tout le monde à cette table connaît toutes les réponses, je peux vous le certifier. Seulement, il faut que vous trouviez la bonne réponse à la bonne question. Et pour ça, on cherche ensemble. Voilà, vous connaissez le principe. Et donc, on va directement à la première question. Allez, fais péter. Alors, la première question, je mets la linette, comme d'habitude. Alors, la linette. Première question. J'ai le droit de regarder ? Ouais. Ah oui, bah si tu regardes les réponses. Je regarde pas. Tu sais quoi, alors regarde que la question, mais regarde pas la réponse. D'accord. Ok. Alors... on aime bien poser des questions. La première question, on aime bien dans cette émission, c'est une question en rapport avec la Bible. D'accord ? Alors, ma question est la suivante. Elle n'est pas très difficile. Quelle est la première personne dans la Bible à parler d'électricité ? Pas tout le monde ensemble, c'est bien. Alors, le mot Chashmal, il est présent dans le Tanakh. c'est exact. Oui, monsieur. En un mot. Déjà, on a cru qu'électricité, ça... Mais pas dans la Torah, dans le Nar. Exact. Tout à fait. Alors, c'est où ? Oui. C'est dans qui ? C'est chez qui ? Voilà. C'est qui le mec qui Est-ce que parle... c'est en un mot, Chashmal en un mot ? Ouais, non, Chashmal, c'est Shmaya Chashmal dans la Bible. Chashmalaïm. Puisque je dis, on dit donc aux auditeurs que le mot Chashmal, c'est électricité en hébreu, d'accord ? Ça, tout le monde a compris. Et donc, effectivement, ça vient de la Bible. Donc, quelle est la première personne qui parle d'électricité dans la Bible ? Allez, on en voit. Yossi Amechashmel. Non, pas Yossi. Mais non, mais quoi, Mechashmel ou Amit Rashmel ? Non, c'est pas lui. Est-ce que c'est lié au Aaron Abrit ? C'est pas lié au Aaron Abrit. Il faut trouver c'est qui ? David, Shlomo. Non. Shmuel. Donc Non, un mais roi, dis- un avis. J'ai une idée. là. Non. J'ai une idée. C'est Akadosh Baruch Hu parce que c'est lui qui a créé la lumière. Et la lumière, elle vient de l'électricité. Yecheskel. Oui, mais C'est ça c'est pas lui. Qui a dit Un avis. C'est pas lui. Yecheskel. Qui a dit Yecheskel ? Moi. C'est là. Bonne réponse d'Alain Jasner, exactement, oui monsieur. Tout à fait. C'est aussi simple, c'est le C'est un Navi. hasard, Alain ? Non, C'est le C'est- pifomètre. J'ai eu une illumination. C'est le Navi Yecheskel, tout simplement. Voilà, vous allez voir ce pasouk. Ce pasouk qui est donc tiré de Yecheskel Perek Aleph pasouk Kaf Zayin. Vaere ke'ain chashmal kemare esh betla saviv mi mare motnav ou le mala ou mi mare motnav ou le mata raiti kemare esh venoga lo saviv. Donc voilà le mot chashmal. Ça veut dire quoi, Chashmal ? Bah alors chashmal, ken chashmal. Aujourd'hui, on sait que l'électricité. Alors qu'est-ce que ça veut dire ken chashmal ? Ça peut peut-être avoir rapport à l'eau, avec des peut-être, ouais. avec des éclairs, Solaire, à mon des... avis, c'est solaire.
Peut-être, je sais que c'est un rapport. J'ai lu une fois que c'est un rapport avec des anges. Il y a il me semble qu'il y a des anges qui ont un rapport aussi avec Hashmal. Mais donc En Hashmal, ça peut être, à mon avis, en rapport avec des éclairs ou quelque chose comme ça dans le ciel. Enfin, en tout cas, vous avez ici l'origine du mot qui veut dire électricité en hébreu, donc Hashmal. C'est tiré du livre de Yecheskel. Ben là, on en a un. Ouais, c'est Okorot parce que c'est Strasbourg contre le reste. Là. Ah, c'est Strasbourg C'est contre pas le reste. équitable. C'est L'école Strasbourg. à Kibar. Ouais, d'accord. On peut faire le Racing contre le PSG. Zelokorot Gamken. Zelokorot, d'accord. Zelokorot. Oui, mais pas dans le sens que tu crois. Oui, mais il n'y a pas de Qatarien en face, là. Hein. Ah, dommage que t'as pas invité Ariel, là. On se serait marré, là. Ouais, peut-être pourquoi pas. Bah, lui, il arrive bien quand il veut. Hein. Tout le monde peut venir quand il veut. Eh ben, c'est une bonne réponse, très bien. Bah, alors, donc, il n'y a rien à rajouter. Le navire Cheskes. On passe à la question numéro 2. Allez, on voit. Alors, la question numéro 2, on va complètement changer de registre. Et alors, la question est la suivante. Qui est Howard Ashman? Alors, qui est Howard Ashman? Alors, bien sûr, c'est un rapport avec le monde juif. Hein. Alors, je vais vous donner un petit... C'est un juif, bien sûr. Donc, qui est Howard Ashman? Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? C'est mon homéopathe. C'est quoi? C'est ton homéopathe? Ouais. Il s'appelle Howard Ashman? Schumann, mais... Prouve-le. Ah non, bah c'est pas... Schumann. Bah alors non, bah il y a le mais non, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Ah non, Dans le monde du cinéma? C'est un rapport avec le cinéma, ouais. Oh. Voilà, tu vois, donc on arrive déjà. Hollywood, un rapport avec Hollywood? Hein? Un réalisateur? C'est pas un réalisateur. C'est un acteur qui a C'est pas changé son nom. C'est pas un acteur non plus. Ça te dérange si je laisse jouer les autres un peu? Hollywood. Non, est-ce qu'il vas-y, est sur ah, Hollywood? s'il est Un juif, rapport ça avec doit Hollywood être de façon un... générale. Oui, C'est vraiment- il a travaillé à Hollywood. Non, maintenant. d'accord, ok. S'il est juif, ça doit être un producteur. C'est pas un producteur non plus. Est-ce qu'il est encore vivant? Non, il est pas vivant, si ma mémoire est bonne. Non, il est pas vivant. Il est pas vivant. Et il est décédé assez jeune, Il est d'ailleurs. très connu sous un autre nom, donc. Il est pas très connu sous un autre nom, Ah. mais il est très connu pour ce qu'il a fait, Il a très fait. connu. D'accord. Ouais. King Il a Kong. inventé Il y a King quelque Kong, hein. chose? Il a pas inventé. Oui, c'est pas vraiment inventé. Il a, on va dire, il a plutôt écrit quelque chose. Une musique de film. Il a pas écrit une musique, pas vraiment, mais il a écrit. Un script, scénario. Ouais, un scénario. Non, pas un scénario, mais en rapport avec la musique et le cinéma. Il a écrit quoi? Il a écrit. Qu'est-ce qu'il a écrit? La Torah. Non, oui, la Torah. Non, c'est pas la Torah. Mais là, c'est un rapport avec la musique et le cinéma. Alors, qu'est-ce qu'il aurait Un écrit? musical. Non. Ah, Comédie musicale. Comédie musicale. Non, pas une comédie musicale. Non. Il a écrit en cinéma, d'accord. On est cinéma, il y a de la musique, il y a du film, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens sur la musique? Ils font quoi? Ils Danse, une chorégraphie. ils chantent. Ils chorégraphie. chantent. Donc il a écrit quoi? Les paroles. Il a écrit les paroles, mais les paroles de quoi alors? Voilà, c'est ça qu'on cherche maintenant. C'est un Donc, les parolier. paroles des West musiques. Side Story. Non, c'est pas West Side Story. Donc les paroles d'une chanson de film. De Hollywood. Exactement. Ultra connu. C'est un Américain. Titanic. Non. Il faut trouver maintenant quel genre de film. C'est quel un genre? Américain. C'est un Américain. Américain. On est aux États-Unis. Avant le milieu du siècle? Avant 1950? Non, après. C'est Après. les années 80. Années 80, non. Non. Juste après. Les années 90. Ah, après 90. West Side Ouais, Story. juste après. C'est pas West Side Story. Donc, les années- Il faut essayer de trouver quel genre de film. Est-ce que c'est un film qui a Un lien- dessin animé. C'est un dessin animé, tout à fait. Oh là là. C'est Ah, donc le Prince parolier. d'Égypte. C'est pas le prince d'Égypte. Le Roi Lion, Aladdin, Tarzan. Aladdin, bonne réponse d'Aaron Gottfarstein, exactement. Oh, Les paroles Tout à d'Aladin. fait. Tout à fait, on va vous le donner. C'est le parolier des chansons de La Petite Sirène, La Belle et la Bête et Aladdin de Walt Disney. Exactement, c'est un juif. 2-0 pour le Voilà, Racing. vous l'avez à l'image aujourd'hui. Alors, je vais vous faire un petit pitch sur Howard Ashman, né sous le nom de Howard Elliott Howard Gershman, le 3 mai 1950 à Baltimore, Maryland, et il est mort le 14 mars 1991 à New York, Si tu m'avais dit Gershman, dans l'État j'aurais su. de New York. C'est un auteur juif lyrique américain de musique de film et de spectacle. Il a collaboré avec le compositeur Alan Menken sur plusieurs films, notamment certains dessins animés de Disney. Ils ont également collaboré sur la comédie musicale Little Shop of Horrors avec Ashman comme metteur en scène et comme auteur du livret. Ashman est mort du sida à l'âge de 40 ans durant la création de La Belle et la Bête et d'Aladin. Ashman et Menken avaient terminé les chansons de La Belle et la Bête, mais Tim Rice dut être appelé pour finir les chansons d'Aladin avec Menken. La chanson Proud of Your Boy fut d'une dernière chanson écrite par Ashman, mais elle fut retirée du film avec celui du personnage de la mère d'Aladin. Avec Menken, Ashman a reçu 2 Grammy Awards, 2 Golden Globes et 2 Oscars, pas moins que ça. Son deuxième Oscar lui a été attribué en 1992 à titre posthume pour la meilleure chanson originale. Le trophée a été donné et accepté par son compagnon Bill Loach. C'était le premier Oscar du cinéma donné à titre posthume à une personnalité morte du sida. Voilà en tout cas ce qu'on peut dire sur ce jeune homme qui est quand même un juif et qui
on ne le sait pas, a écrit les paroles des chansons quand même de films de Disney qui sont quand même des films cultes quand même. Hein. Ah ouais. On est d'accord, c'est que c'est quand même des films cultes. Personnage. Voilà, exactement. Alors on va quand même, suite à ça, quand même, je vais me tourner quand même vers Aaron, sans transition. Je sens les questions de foot. Je sens que ça va venir. Alors, je sais pas. Alors, le Lions Club, ça commence à devenir sérieux. Hein. Moi, je sais que à chaque fois que je vais sur Studio Galère, on me dit ça commence. Donc ça fait 3 ans qu'on me dit ça commence. Ah, t'as raison. Donc c'est sérieux. Moi, je peux te dire que je souffre tous les jeudis soirs. Je suis largement pas dans les meilleurs, mais en tout cas, c'est très sympa. Alors, qu'est-ce que ça devient ? Quelle ampleur ça prend maintenant ? Aujourd'hui, on a une poussade Bogrim, une équipe senior, Ouais. donc 18-36 ans. Ouais. On rentre en Liga Guimel en septembre 2019. Notre marque la Catanoar depuis Ganrova jusqu'à Kitayoud. Ouais. Tous dans la Ligue de Jérusalem. Combien d'enfants c'est aujourd'hui ? Aujourd'hui 120, 130. Ah ouais, c'est pas mal quand même. Avec hein, filles, garçons. D'accord, c'est un petit club. Voilà, de hein, tous les milieux. Même un grand club. Ouais. Un grand club. Ouais, on est le Bet Sefer Leka d'Oregel le plus important de. D'accord. de Jérusalem. L'école de football. L'école de foot, je veux dire, sans compter le Bétar et Apoel Katamon. Ouais, d'accord. Ok. Donc voilà, on a filles, on a garçons, on a vétérans, on a seniors, D'accord. on a religieux, on n'a pas religieux, on a francophone, on a israélien, on a tout. Exact, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Il y a une très bonne ambiance en tout cas. Et comment on contacte si on veut rentrer dans le club ? Facebook, Instagram, Aaron Gottfarstein, Voilà. tout numéro. Et c'est quoi l'ambition hein c'est sur l'équipe que tu disais. ils veulent Si on est sur Stade Studio Qualita, c'est taper le PSG. Ah, Voilà notre ambition. Ouais, c'est ça. C'est taper quelques années. Il a aussi un autre, il veut essayer de m'amener au niveau de Kylian Mbappé, etc. Bon, il y a du travail. Hein. J'ai un peu sa tête, mais j'ai ni son pied gauche ni son pied droit. Et même la tête, j'ai éventuellement un petit bout de front. Quoi, la vitesse, voilà, la vitesse, bien sûr. La vitesse, je le prends. Il faut quand même préciser je le prends, Kylian. Qu'il est très bon de la tête, Kiki. Hein. Il est bon de Deux la tête, têtes plongeantes là ces dernières semaines, incroyable. Exact. D'ailleurs, j'ai pas reçu ma prime pour mon but. J'ai pas été. C'est normal. C'est vrai, mais tu sais qu'on reçoit pas de prime de but, on reçoit de prime de victoire. Ah, prime de victoire. Sinon, tout le monde voudrait être attaquant, tout le monde voudrait aller au but marqué. Ok, d'accord, très bien. Eh bien alors, donc nous avons des précisions sur ce club. Je vous invite tous à vous inscrire. Ceux qui aiment le foot peuvent aller avec Aaron Gottferstein et avec notre ami aussi Stéphane Ankawa, un club de foot extraordinaire pour francophones et pour tous. Allez-y, et on va directement à la troisième question. Ok, alors donc la troisième question, et on revient en Israël. Alors on revient en Israël et la question est la suivante. Quelle organisation a été créée au mois d'août 1951 par le docteur Michael Lando? Alors qu'est-ce qu'il a créé ce monsieur en 1951? Alors, c'est en rapport avec le fait qu'il soit docteur? Non, c'est pas en rapport. C'est caritatif? C'est... On peut considérer que c'est une association caritative, ouais. Mais ça va pas vous aider. Hein. Est-ce que c'est une association d'État? C'est une association... C'est devenu une association d'État, je pense. Je pense quand même, ouais. Le joint. C'est pas privé, c'est pas le joint. Mais c'est israélien, on est d'accord. On est en Israël, on est complètement en Israël. C'est pour s'occuper de personnes en Israël ou hors d'Israël? Oui, ça s'occupe de personnes en Israël. Uniquement en Israël? Ouais, ça a un rapport avec la santé? Uniquement en Israël. Ça n'a pas un rapport avec la santé. La Shoah, un rapport avec la Shoah? Non, pas un rapport avec la Shoah. Avec le sport? Il y a aussi du sport. Après, le sport a été mêlé à cette affaire, mais au début, c'était pas ça. Les médias? Non. Culture, de façon générale? C'est pas un rapport avec la culture. Alors Apoel, Maccabi? Non, on n'est pas du tout dans le sport. On est arrivé dans le sport après, mais on n'est pas du tout dans le sport. On n'est pas du tout dans le sport. À la base, on n'est pas du tout dans le sport. C'est le quelque loto. chose. Le loto. Pice. Bonne réponse d'Aaron Gottferstein, exactement, tout à fait. Il y a des tueurs en face. Exactement, c'est le Mifal à Pice. Bravo. La loterie nationale. Alors, Ce qui m'a fait penser à ça, c'est que tu m'as dit après c'est devenu dans le sport. Bah oui, exactement. Après, ils l'ont pris au toto, etc. C'est devenu les paris sportifs. Mais au début, c'est la loterie nationale. Donc le Mifal à Pice en août 1951. Est-ce que vous savez sur quel modèle, quels étaient les premiers à avoir fait ça? Pour moi, Lando, il était prof d'histoire. Ouais. Il était alors. C'était à votre avis, c'est quel pays? Ouais. C'est quel pays qui avait avoir fait le même modèle qu'en Israël? Ouais, ils avaient les États-Unis. Ils se sont inspirés d'un modèle français, italien. Alors je voulais ça peut-être vous aider. Le Mifal à Pice a donc été créé à Tel Aviv en août 1951 en tant que loterie des autorités locales israéliennes par le docteur Michael Lando et le maire de Tel Aviv, Israël Rokach. Le but de sa création était de soutenir la création d'hôpitaux dans les collectivités locales en Israël et en particulier la construction d'un grand hôpital de Tel Aviv. Donc ça avait un petit rapport avec la santé quand même, on peut dire. L'exemple de la loterie pour l'intérêt public a été pris de quel pays, à votre avis? Ils ont pris cet exemple de loterie?
en Israël. La France. Non, La non. France non. En tout cas, c'est pas là. C'est peut-être, je sais pas là. Un pays européen. Ouais, un pays européen, on va dire. C'est en Europe. Mais c'est en Europe, mais c'est pas dans l'Union européenne. La Suisse. La Suisse, exactement, c'est la Suisse. Ils sont inspirés, a été pris de la Suisse et son établissement a été approuvé par le gouvernement israélien. La première année, la loterie a eu lieu une fois par mois et la première s'est déroulée en 1951 avec pour premier prix une somme de 1000 lire. Au cours des 3, ça a bien changé. Au cours des 3 premiers mois, des billets ont été vendus pour environ 110 000 lire. Environ 40% des recettes furent versées aux gagnants. 45% furent transférés à la construction d'hôpitaux à Tel Aviv et à Haïfa, Petah Tikva et Tzfat. Les premières années, un peu plus de 12% des revenus ont été versés aux distributeurs, principalement des nouveaux immigrants. En 1953, la municipalité de Jérusalem exprima son mécontentement de ne pas recevoir de fonds parce que ces hôpitaux étaient privés et non publics. Le conseil municipal a donc exigé une aide aux institutions médicales existantes dans la ville. Eliaou Eliachar a alors proposé que les fonds soient également dirigés pour construire des écoles, mais cette proposition a été rejetée. Ça aussi, ça a changé. Ce n'est qu'en 1955 que le Mifal HaPais a commencé à diriger des recettes pour la construction d'écoles. Voilà, et vous l'avez... Je travaillais là-bas en plus. Je vous ai amené une petite image d'un distributeur en 1952. Voilà, vous avez... Ça fait quoi? Ça fait 50 shekels? 1000 lire à l'époque, je sais pas combien ça fait comme 1000 lire. Toi en 1952, t'avais changé quoi? Baguette de pain, t'achetais avec 1000 lire. De 1952, c'était pas beaucoup. C'était pas tellement vieux. Mais oui, Mifal HaPais, il y a quelqu'un qui a déjà gagné quelque chose en Mifal HaPais, à part 11 shekels ou... Mon fils, 150 shekels, je suis pas dur à aller chercher. Je crois que t'allais dire 150 millions. Je crois 150 millions. Non, je vais pas penser ça maintenant. On le laisse. Quand on gagne ça, on les laisse. Bah ouais. Ouais, t'as raison. Le Mifal HaPais, peut-être, il y a peut-être de l'argent à prendre pour les Lions Club. Ah, tout à fait. Hein, Mifal HaPais, ça peut... Vous pouvez demander un... Ça fait partie des projets. Ouais, vous pouvez déposer un dossier, hein, ça peut... En général, ils donnent de l'argent que pour la Hitardout, mais bon. Ouais. Donc que pour, tu veux dire que pour la ça va venir. Exactement. D'accord. Bah oui. En tout cas, c'était une très bonne idée. Hein. Gagnant-gagnant. Ah oui, le loto, bien sûr. Ceux qui jouent et ceux qui reçoivent. Exactement. C'est toujours une bonne idée. Ça marche toujours très bien, d'ailleurs, le loto. Exactement. Très bien. Eh bien, nous nous dirigeons directement vers la question numéro 4. Alors la question numéro 4, on y va. Et alors, elle est complètement différente. Alors écoutez-moi bien. À quelle occasion le rabbi de Lubavitch a dit « Cette dernière semaine, les gens ont été plongés dans la plus grande confusion, mais pourquoi cela devrait-il déstabiliser les Juifs ? Il n'y a aucun sujet d'inquiétude ni de raison de se sentir intimidé. » Alors c'est à quelle occasion que le rabbi de Lubavitch a dit ça ? Guerre des 6 jours. C'est pas la guerre des 6 jours. Est-ce que c'est une guerre d'abord ? Non, c'est pas l'occasion d'une guerre. Non. Est-ce que c'est quelque chose de terroriste ? Non, c'est pas terroriste. C'est pas lié avec le conflit israélo-palestinien ? Pas du tout. Donc la religion, lié à la religion. C'est pas lié à la religion. Non, c'est un événement qui n'est pas un événement que tout le monde connaît ici. Un événement qui s'est passé en Europe. Ça s'est pas passé en Europe. Aux États-Unis ? Non, ça s'est pas passé aux États-Unis. En France ? Non plus. La France fait encore partie de l'Europe. L'événement en soi ne s'est pas passé aux États-Unis. En Israël, il s'est passé où ? Non, il s'est pas passé en Israël. Il s'est pas passé où ? Dans le monde. Tu demandes est-ce que l'événement s'est passé dans le monde ? C'est ta question. Ma réponse est non. C'est quand l'homme a marché sur la Lune. C'est quand l'homme a marché sur la Lune. Bonne réponse d'Alain Jasner. Exactement. 1979. C'était lors de la mission d'Apollo 11. En combien ? 1979. Alors, 79, non, avant. 10 ans avant. Il y a 69, exactement. C'était quand Neil Armstrong a marché sur la Lune le 20 juillet 1969. Le rabbi de Lubavitch s'est exprimé juste avant et voilà ce qu'il a dit. Je vous raconte cette histoire intéressante que j'ai vue dans le mondejuif.info. Shabbat après-midi le 19 juillet 1969, alors qu'Apollo 11 approchait de la Lune, le rabbi anima une Farbregen, un rassemblement tenu en partie, dit-il, pour discuter des illustres événements de la semaine écoulée. Le ton du rabbi était presque surpris. Cette dernière semaine, les gens ont été plongés dans la plus grande confusion par le voyage vers la Lune. Mais pourquoi cela devrait-il déstabiliser les Juifs ? Il n'y a aucun sujet d'inquiétude ni de raison de se sentir intimidé. Le rabbi insista que loin de constituer une quelconque remise en question des fondements de la loi juive relatifs au ciel et à la terre, cette entreprise était porteuse de leçons en 3 domaines.
La première est que pour mener à bien une telle mission, il a fallu le travail d'une équipe animée par un formidable esprit de cohésion. Neil Armstrong témoigna d'ailleurs de la terrible pression qui pesait sur lui, due au fait que ce voyage vers la Lune était le point culminant du travail de 300 000 à 400 000 personnes pendant plus de 10 ans. Quand même incroyable. Le deuxième point est que chaque détail était crucial. Rien que dans le cockpit, la moindre erreur d'activation de l'un des quelques 400 boutons interrupteurs de votre manette pouvait être désastreuse. Le troisième et dernier point est que l'homme simple et limité a pu inventer quelque chose de tellement plus grand que lui-même. Un petit homme limité a créé une immense invention presque infinie. Le rabbi précéda ainsi Armstrong juste d'un jour avec sa propre version de un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. L'humanité, exactement. C'est intéressant quand même cette histoire sur le rabbi de Lubavitch. Lubavitch, toi tu connais un peu Lubavitch? Oui, mes parents et grands-parents le connaissaient bien, enfin à chaque fois le rabbin, et j'ai mon fils aîné qui est rabbin Lubavitch en Floride. En Floride, d'accord. Voilà. Très bien. Alors, mon ami Claude Frankfurter, on va parler. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut parler. On peut parler toi. On a le choix. On a le Bnei Brit, on a la politique. On a le Bet Frankfurter, mais on va parler peut-être du Bet Frankfurter. Alors effectivement, qu'est-ce que c'est ? Je préfère parler de Bet Frankfurter, qui est vraiment une institution qui a sa réputation positive, qui a été fondée par mes parents. Après leur retraite et ayant vendu leur entreprise en France. Ouais. Ça a été fondé il y a un peu plus de 30 ans. Et ce n'est pas une maison de retraite, c'est un centre d'activité pour personnes âgées. D'accord. Éventuellement francophone, mais enfin c'est ouvert à toutes les nationalités d'origine. Et l'idée est d'aider les personnes âgées qui peuvent être en difficulté sociale ou physique, de maintenir des liens sociaux avec leur entourage. D'accord. Parce que, je vais essayer d'être bref, mes parents ont connu plusieurs maisons de retraite où malheureusement les pensionnaires se sentaient complètement isolés. D'accord. Leurs enfants n'avaient pas le temps de les voir, leurs amis les avaient oubliés, enfin, etc. Donc les gens se sentaient entre eux et vraiment mal à l'aise de ne pas pouvoir maintenir des contacts sociaux. Et là, donc l'idée qu'ont eu mes parents, c'est justement de créer des activités permettant aux gens de communiquer entre eux, des jeux d'échecs, des conférences, des ateliers, etc. Et donc pour l'instant, c'est à Jérusalem, c'est ça ? C'est à Jérusalem, au quartier de Baka. Der Bethlehem. Bon. À l'époque, c'était un quartier un petit peu... défavorisé. Très défavorisé. Maintenant, c'est devenu un quartier plus chic, même assez luxueux. Très favorisé. Très favorisé. Exactement. Et alors, comment on peut accéder ? Comment on vous contacte si des gens ont des parents âgés sur Jérusalem qui voudraient arriver le plus simple, c'est d'y aller de préférence dans la matinée parce que c'est le moment où... Il faut aller sur place. Le personnel sur place et vous demandez être reçu par la directrice qui est une femme extraordinaire, Sima Zini, qui est en charge de cette institution pratiquement depuis sa fondation. D'accord. Elle avait succédé à son mari qui est décédé rapidement, mais elle a tout à fait les compétences pour mener cette opération de façon extraordinaire. D'accord. Donc le Bet Frankfurter, Der Bethlehem numéro 80. Numéro 80 Der Bethlehem à Jérusalem. Voilà, vous pouvez aussi trouver le téléphone, je pense, sur Internet. N'oubliez pas, 80, c'est un nombre très important parce que c'est l'âge auquel Moshe Rabbeinu a décidé de vraiment commencer sa carrière importante pour tout le peuple juif. Exactement. Donc voilà, comme ça on serait pas du Der Bethlehem. Voilà, donc si vous voulez, vous contactez le Bet Frankfurter et vous serez là-bas bien reçu. Moi, je sais que j'ai déjà été voir et c'est vraiment une organisation extraordinaire. Voilà, et bien alors Claude, je te remercie et on va directement à la question numéro 5 à l'effet pété. La question numéro 5, alors c'est la question Blitz. Alors on a une question Blitz, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez 1 minute sur la montre pour trouver. Alors je vais vous poser une question, vous allez devoir deviner donc un nombre, d'accord. Et donc 1 minute, chacun son tour, je dis c'est plus ou c'est moins, et après on va en parler, d'accord. On va commencer aujourd'hui, on va commencer par Claude, d'accord. Alors c'est parti, alors attention. Arrêtez le chronomètre. D'après il envoie le chronomètre dès que j'ai fini la question. D'après le rapport 2017 du Bureau central des statistiques en Israël, combien de nouvelles lois ont été adoptées à la Knesset en 2016 ?
Alors combien de lois? Allez. Est-ce que ça s'écrit en... Non, faut dire un chiffre. Dis. Un chiffre. Ouais. Dis. 120. Plus. 200. Plus. 1000. Moins. 400. Moins. 365. Moins. 300. Moins. 250. Plus. 270. Moins. 248. Moins. Plus. 260. Plus. 265. Plus. 267. Moins. Allez, Claude. 266. 266. Bah alors Claude, t'as encore raté le voyage. On a fait moins d'une minute, on a fait ou pas? Ouais, Non, mais je suis a un raté petit 8000 débutant, là. alors. Il y avait une voiture neuve à la clé. Il y avait, je te l'ai pas dit. C'est quel dommage, Claude. Attends, mais bon, voilà, 266 lois exactement. Regardez, je vous ai amené là. Vous avez à l'écran les statistiques de la Knesset et des élections. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut voir que donc 266 lois, vous les voyez à côté du petit marteau, c'est le nombre de lois qui a été... C'est énorme. Oui, ça paraît énorme. Je sais pas, j'ai pas comparé avec le nombre de lois. Je sais pas, en France, l'Assemblée nationale, je sais pas combien, mais 266 lois. Il y avait aussi à l'époque presque 6 millions de gens qui ont droit de vote. D'accord ? Les gens qui ont été votés en 2015 à la Knesset, donc là on va voir les prochaines élections, donc, mais à l'époque il y avait eu sur presque 6 millions, en tout cas 5 580 000, il y avait eu 4 250 000 personnes qui ont été votées, c'est les 4,25 que vous voyez. Ça fait quand même un shiroatzba, comment on dit ça en français, Taux de vote. Non, pas un taux de vote, non, on dit en français une participation. Ouais, taux de participation de 72,3%. Voilà, et sur quand même, il y a 266 lois qui ont été donc acceptées par la Knesset. Il y a quand même eu de propositions de loi, plus de 6000 quand même. Hein. Ça fait pas... Ouais, ça fait quand même sur 6000 propositions de loi, 266. Voilà, donc quand même, ça travaille quand même à la Knesset. Hein ? Alain, qu'est-ce que ça t'inspire, ça Que ça travaille, ça travaille pourquoi? Ça tourne, ça tourne, hein. Pas loin. Je sais pas, il y a peut-être des Chavrei Knesset, des parlementaires qui auraient peut-être besoin de yoga quand même chez nous quand même. Un ou deux. Il y en a un ou deux à calmer, non? Oren Khazan. Moi, j'ai pas dit de nom, j'ai pas dit de parti, j'ai dit personne. C'est toi qui l'as dit tout seul, je sais pas. Mais tu veux qu'on le contacte, tu veux qu'on te l'envoie? Tu lui fais un petit Non, prix? merci. Il préfère Ayelet Shaked, je crois. Ayelet Shaked. Ah, Ayelet, oui. Tu veux donner des cours à Ayelet Shaked. Et Tamar Zandberg. Écoute, il n'y a pas de problème, hein, si ça s'arrange. Hein, je sais pas. Cathy, elle doit les avoir dans son portable. Cathy, elle a tout le monde dans son portable, ça, il faut le savoir. Donc, d'accord. Et le yoga. Et maintenant, j'ai vu depuis ce matin que je pouvais aussi prendre Boujna, parce que dans l'état dans lequel il est, il a besoin de yoga lui aussi. T'as trouvé qu'il était fatigué, Michel, dans son interview? Déprimé et déprimant. Il était fatigué, ouais, d'accord. Ouais. Mais bon, mais il est quand même, moi je sais pas, moi j'étais voir son spectacle cette semaine, ça m'a fait kiffer. Ça m'a fait kiffer. Ouais, il a pas de limite, Alain. Mais alors dis-moi, le yoga, ça commence là, tu vas arrêter de bosser, tu vas devenir prof de yoga à plein temps là? Je sais pas encore, mais il y a des chances que ça arrive. Ça peut arriver. Moment, ouais. Ça peut arriver. Alors à Géru, on est à Ranana, il fait d'accord, on a compris, tu donnes des cours de yoga à Ranana. Et alors? Tu veux pas sortir un peu de chez toi? Non, pas pour l'instant. Tu crois que regarde tout le nombre d'excités qu'il y a à Jérusalem? Ah, mais il y a des excités partout. Ouais, voilà. Il n'y a pas de problème, je suis le premier. D'accord. D'ailleurs, mais non, pour l'instant, je suis à la nana. Il faut pas mettre de gilet jaune. Hein. Ouais, tu veux pas venir nous désexciter à Jéru? Venez à Ranana. Voilà, mais non. Les Jérusalem, tu nous payes l'essence alors. Moi, je viens quasiment toutes les semaines pour te voir à ton émission. C'est vrai, tu me dis pas mal. Il n'y en a pas un qui irait à Ranana. Eh ben peut-être, je sais pas. Non, il y a la radio Kalita a bougé à Tel Aviv. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, on fait une petite pub pour le studio à Tel Aviv. Ouais. Ceux qui veulent aller, ceux qui ont des idées, pourquoi pas. Vous pouvez appeler Kalita. Je pense qu'ils recherchent des gens sur Tel Aviv et ça peut être aussi très sympa. Voilà, la radio, c'est sympa. On vient de nulle part, on fait ce qu'on veut, on est content. Voilà, c'est aussi symbolique. Ça les fait rire en régie, oui, parce que moi, je suis le seul qui dit ce que je veux ici. Très bien. Eh ben alors, voilà, on a fait quand même on vous a donné quand même une information. Voilà, sur la Knesset, sur ce qui se passe en vue des élections. Quand j'ai préparé ces émissions, je ne savais pas, mais les prochaines élections, quand même, il y a des nouveautés quand même. Je sais pas, ça va changer quelque chose, Claude, les prochaines élections, qu'est-ce que tu en penses? Ça va changer quelque chose?
Je pense qu'il faut voter pour le meilleur candidat, mais je vous dirai pas lequel. Oui, d'accord, mais je te demande si ça va changer quelque chose. On va se retrouver avec plus ou moins la même chose, j'ai l'impression, moi. Il y aura 120 partis. Israël est un pays qui connaît le balagan, qui arrive à le gérer. Ouais. Donc, espérons que ça continuera dans il y a quand même pas mal d'incertitudes. Mais là, non j'ai quand même un petit sentiment, c'est qu'on approche de l'année 6000. Ouais. Et selon nos traditions, 6000, c'est la date limite d'arrivée du Mashiach. Ouais, d'accord, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il reste encore, c'est quand même un peu loin quand même. Oui, mais enfin, il est peut-être en train de préparer ses valises. Si je fais un petit calcul rapide, il y a au moins 200 ans, quoi, de 231 ans, 230 ans. Selon certaines traditions, 6000, bon, c'est associé aux 6 jours de la semaine avant Shabbat, etc. Et il y a certains Haredim qui célèbrent Shabbat bien avant l'heure technique. D'accord. Donc, il faut espérer. Qu'est-ce que t'en penses, croyant au Mashiach. Qu'est-ce que t'en penses, Avishai? De la politique ou de l'ancien? Non, ça va changer quelque chose. Est-ce qu'il y a un vote francophone à la Knesset? Non, d'abord, je pense pas du tout. Il n'y a pas, Et non, là, il y a beaucoup d'incertitudes quand même. Il y a beaucoup de partis. Il va y avoir des alliances sûrement parce qu'il y en a plein qui vont comprendre que ça va pas marcher. Il y a beaucoup de francophones qui se présentent, ça c'est nouveau. Je sais qu'au Likoud, notamment sur la liste du Likoud, aux primaires, il y a au moins 3 francophones qui sont dans les listes. On en a parlé la semaine dernière avec Yom Tov Kalfon qui était là, mais je pense on pourrait avoir, je pense, d'autres surprises avec des francophones, peut-être sur des nouvelles listes, chez Orly, chez Gantz peut-être, je sais pas, non? Qu'est-ce que t'en penses toi? Gantz, je pense pas. Peut-être chez Orly Lévy, à Bécassis, pourquoi pas. Pourquoi pas. Très bien, bah alors dis-moi, et ton blog, alors le blog, on est toujours le droit en Israël. Bah ouais, quoi de neuf sur le blog? Bah le dernier article, on a traité d'un sujet qui est très d'actualité justement, puisque tu parles un peu de ça. On a traité, en fait, on a un peu parlé des magouilles qui traînaient au Misrad Aklita et puis à l'agence juive sur la préférence, ce qu'on appelle la préférence russe. C'est un truc qu'on entend souvent. D'ailleurs, récemment, il y a eu une altercation entre Ariel Kandel et Sofia Landwehr, l'ancienne ministre de l'intégration. Antisémite. Oui, voilà, c'était ça. Et tu veux dire qu'Ariel Kandel a traité Sofia Landwehr d'antisémite? Ça m'étonne de lui. Je m'excuse. Ça m'étonne de lui. Je crois que c'est l'inverse. Il va falloir que je sévisse. Alors. Non, voilà. Donc en fait, on a fait un article qui, pour une fois, donnait des vrais exemples de qu'est-ce que ça veut dire cette préférence russe. C'est-à-dire que souvent, on pointe ça du doigt sans donner d'exemple, en disant c'est comme ça, c'est faux, c'est pas comme ça. Il y a des vrais exemples. Et donc on a fait vraiment une analyse pour montrer que sur certains points, comment les Russes parviennent à faire les Russes, les lobbies russophones, on va dire, parviennent à faire transférer des budgets vers leurs intérêts. D'accord. Bon, alors donc dans c'était ce pas blog, prévisible du tout. Non, c'était une surprise. On n'avait pas les résultats. Mais non, ils n'avaient pas du tout le ministère avant leur main. Voilà, c'est ça. D'accord. Et ben maintenant, de toute façon, la vérité, ça va peut-être un peu avancer. Peut-être après les prochaines élections, on aura un ministre peut-être qui moins russophone. En tout cas, à Jérusalem, il y a déjà franchement le Marciano qui va être nommé au dossier de l'intégration. En tout cas, on a misé sur Bennett à Kalita. Aranana et Laurent Ayash, il est où il va avoir quelque chose en rapport avec Laurent. Il va s'occuper, je pense, d'intégration, Laurent. Je sais pas qui c'est. Tu sais pas, mais il a été élu à Aranana. Oui, je sais qu'il a été élu. Mais tu le connais pas. Je sais pas qui Laurent. Bah, c'est pas grave. À mon avis, il s'occupera aussi d'intégration, mais je pense que les Français arrivent. En tout cas, il vient pas à mon cours, lui. Il va pas à ton cours. Voilà. Donc je sais pas qui c'est. D'accord, tu connaissais. Très bien. Il joue au foot non plus, il joue pas au foot non plus. D'accord. C'est pas qui c'est non plus. Oui, mais moi je sais qui c'est un type formidable. Très bien. Et alors sur ce, on va aller à la 6e question. Allez, la 6e. On les laisse cette fois. La 6e question, on y va. Alors écoutez-moi bien. Qui a dit? D'accord? Tout le monde connaît la réponse, hein. Je peux vous le certifier. Claude, tu connais la réponse. Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Vas-y. J'attends ton top. Dis-moi top. Vas-y. Top. Ouais. Alors la question est la suivante. Qui a dit? Je peux tout acheter sur Terre, sauf un juif qui observe le Shabbat. Bill Gates. C'est Bill Gates. Bonne réponse de Avishai Revivo, exactement. Il a envoyé direct. C'est connu, j'ai trouvé cette information intéressante. Alors, est-ce que tu sais comment ça s'est fait, cette histoire? Non, attends, est-ce que c'est vrai, cette histoire? C'est dire quoi? Oui, c'est vrai. Dans la moitié des phrases, c'est vrai. Qu'il a dit. Après ça, là c'est pas Einstein, c'est Bill Gates qui a dit ça. Mais pourquoi il a dit ça? Il avait dit parce qu'il avait un employé juif, il lui avait demandé pendant Shabbat un truc très urgent, c'était ça. Il lui avait dit non, je suis désolé. C'est pas exactement ça. C'est pas un employé. C'est pas un employé, mais il l'avait. Alors je vais vous dire exactement de quoi il en est. D'après un article paru toujours dans le Monde Juif Info, le 10 février 2017, le milliardaire et philanthrope américain Bill Gates a reporté en mai dernier, en semaine, une conférence prévue initialement un jour de Shabbat, afin de s'attacher les services d'un conférencier juif pratiquant,
comme l'a rapporté le site israélien Kikar à Shabbat. Je peux tout acheter sur Terre sauf un juif qui observe le Shabbat, avait confirmé le cofondateur du géant américain Microsoft pour expliquer le rapport exceptionnel de la conférence. Kivi Bernhard, conférencier et auteur d'un livre à succès dans le monde entier des affaires, dans le monde des affaires, avait refusé à plusieurs reprises les propositions financières de Bill Gates pour participer à la conférence prévue un samedi, jour du Shabbat. Face aux principes non négociables du conférencier, Bill Gates s'est finalement résolu à déplacer en semaine la conférence pour s'assurer la présence de Monsieur Bernhard. Voilà, c'est quand même pas mal, hein, quand même. Voilà, il faut avoir des convictions dans la vie. Hein, je pense que on rajoute quelque chose là ? Non. Non, Aaron ? Bill Gates ? Si Bill Gates t'invite... Est-ce qu'il peut vraiment tout acheter à part ça ? Il faut croire, hein, quand même. Il a quand même gate en anglais, ça veut dire barrière. Et Bill Gates, c'est quelqu'un qui sait absolument gérer sa barrière. Ah, peut-être. Il sait ce qu'il faut faire et il sait ce qu'il faut éviter de faire. Ouais, exactement. Ouais, il est à Avishai. Donc toi, tu avais l'information, tu l'avais entendu. Je l'avais lu moi aussi. Voilà, exactement. Ouais. C'est Bill Gates, c'est très bien. Donc on n'a rien à rajouter là-dessus et on va directement à la question numéro 7. Alors, question numéro 7, c'est la dernière question du jour. Oui, ça passe vite. Hein. Je sais, Alain, on va devoir se séparer. Je vais vous languir. Voilà, dans quelques minutes, exactement. Alors, la question numéro 7, alors elle est un peu plus difficile quand même. La question numéro 7, on va passer, je pense, quelques secondes de plus dessus. Pour quelle raison les initiales TEA sont-elles en rapport avec l'histoire du sionisme et de l'État d'Israël ? Alors, les initiales TEA. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une monnaie ou un truc comme ça ? C'est pas une monnaie. Non, c'est une compagnie aérienne, non ? C'est une compagnie aérienne, oui monsieur. Non mais il y a les Strasbourgeois, ils sont trop forts. Moi je suis plus préparé, hein. Je me suis entraîné. Tout à fait, c'est une compagnie aérienne. Alors c'est quoi ? Je dis pas trop, c'est quelle compagnie, mais c'est pas l'ancêtre. On a dû l'utiliser pour ramener les Éthiopiens, les trucs comme ça. Non, à mon avis, c'est pas les Éthiopiens, c'est l'ancêtre des Laves. C'est l'ancêtre, non, c'est pas l'ancêtre des Laves. Non, les Thémanim, les Yéménites. Non, pas les Thémanim, mais vous l'avez dit. Elle a participé exactement. Voilà. C'est les initiales. Opération Moshe, là. Ouais. Voilà, donc on va dire Alain Jasner et Avishai Rubibo. Bonne réponse à la question numéro 7, exactement. Ce sont je la donne entièrement à Avishai parce que il a rien eu ce soir. La compagnie là, c'était énorme. Il prend pas gratuit Avishai. Il mange pas de ce pain là, lui. C'est un battant. Il rigole pas avec ça. Il y aura une revanche de toute façon. Alors, ce sont les initiales de la Trans-European Airways. Alors, effectivement, la Trans-European Airways, en abrégé TEA, est une ancienne compagnie d'aviation fondée par, vous savez par qui ? Toi, tu peux savoir peut-être, c'est un Belge. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Regarde, vous l'avez à l'écran. Vous savez qui c'est ce monsieur ? Montre-le à l'écran. Avec sa femme. Qui a sauvé. C'est sa compagnie. Alors, c'est il s'appelle Georges Gutelman. Gutelman, exactement. Georges Gutelman, donc la compagnie d'aviation fondée par Georges Gutelman en 1971, basée en Belgique. Elle est notamment connue pour avoir participé à l'opération Moïse, donc Mifza Moshe, en 1984, pour avoir exploité le plus ancien Airbus utilisé commercialement. Georges Gutelman est un juif né en 1938 de parents immigrés polonais. Il fut caché par son père auprès de parents catholiques durant la Seconde Guerre mondiale et sa mère ne revint jamais d'Auschwitz. Il acheva en 1963 des études d'ingénieur en option métallurgie à l'université de Liège. À la suite d'un voyage aux États-Unis, il conçoit le projet de regrouper un cercle d'amis afin de louer un avion pour organiser des voyages. Au début des années 70, elle devint la première compagnie à commander des Airbus et fut la seule compagnie à exploiter l'Airbus A300B1 jusqu'en 1990. Cet avion enregistré 002F, peu importe, fut nommé Aline au nom de sa femme. En 1971, ils fondent donc la compagnie aérienne pour vol charter Trans-European Airways, la TEA. En 1984 et au début de 1985, il est contacté par Ephraim Halevi, voilà exactement, du Mossad, et accepte immédiatement et sans condition de prendre part avec sa compagnie à l'opération Moïse. Pourquoi ils ont appelé une autre compagnie ? Alors une seconde. Et permet l'évacuation de quelques 8000 juifs d'Éthiopie via le Soudan jusqu'en Israël. Je vais expliquer. TEA, donc opérateur régulier
de pèlerinage vers la Mecque profita de cette couverture pour opérer ce transfert. Le boycott dont la compagnie fut l'objet après l'opération de la part des opérateurs arabes fut en partie cause de ses déboires économiques. Georges Gutelman ne réclama jamais réparation au Mossad. En 1989, il est élu manager de l'année par l'hebdomadaire Économie belge, Trans Tendance. Voilà quand même un type extraordinaire qui a donné sa compagnie. Qui a malheureusement perdu la mémoire. Là, je crois qu'il est malade d'Alzheimer, je crois effectivement, mais c'était quand même un type extraordinaire qui a souligné. C'était un mensch. Hein. Oui, il a donc. Un sacré mec, puisque tu as parlé de la Mecque. C'était vraiment un mec. Oui, effectivement, on peut voir ça avec le mot. Pourquoi c'est le Mossad qui doit s'occuper de ça? Ça devait être fait discrètement? Alors oui, ça a été fait discrètement, donc c'est pour ça qu'on a fait partie du Mossad, mais on aurait pu demander. Le gouvernement éthiopien, il voulait pas lâcher non, je pense pas. Non, une histoire entre le Soudan et l'Éthiopie. Il y avait toute une histoire où c'était. Oui, il y avait toute une histoire. Ils voulaient pas les laisser partir, mais bon, ils ont pas non plus empêché. Je peux pas tout vous dire. Je pense qu'il y avait pas assez d'avions. Ils pouvaient pas envoyer des avions d'Elal aller les chercher. Je pense que c'était trop compliqué par rapport aux pays arabes, etc. Non, il y avait surtout un problème de couverture diplomatique avec l'Éthiopie. Je crois qu'ils sont passés par le Soudan. Oui, il y a eu tout un. Ils sont passés, Soudan, Belgique, etc. Effectivement, ils ont fait tout un tour avant d'arriver. Les Éthiopiens sont pas forcément contents quand on leur prend des citoyens, quoi. Oui, mais je pense pas que ça leur a été fait à leur insu du gouvernement. Je crois pas que ça a été fait à l'insu du gouvernement éthiopien, cette histoire. Mais enfin bon. C'est quand même une très très belle histoire. Voilà, je voulais finir cette émission avec cette histoire. On est à la fin, imagine-toi. Voilà. Donc aujourd'hui, on a eu Alain Jasner, professeur de yoga, Aaron Gottfarstam pour le Lions Club, Avishai Rebibo pour le blog Le Droit en Israël, et notre ami pour la première fois, c'est Claude Frankfurter. Claude, tu reviens quand tu veux, amène des potes pour le Bet Frankfurter, on se fait un kiff. Tu reviens, il n'y a pas de problème. Vous êtes tous les bienvenus. Voilà. Exactement. Salut à tous, à bientôt. Bye. Et bonne année civile.